Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 3, que j'ai intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir avant ». Ce que je vais partager est un peu différent des 2 premiers épisodes. Cette fois, j'avais envie de relier tout ça à mon propre parcours. Pas pour parler de moi juste pour le plaisir, mais parce que je me suis dit que mes anciennes croyances, mes doutes et même mes erreurs peuvent peut-être aujourd'hui servir à quelque chose pour vous. Si ça peut vous éviter de tourner en rond comme je l'ai fait ou simplement vous rassurer sur ce que vous vivez, alors ça en vaut peut-être la peine. Car même si aujourd'hui je me suis sortie de pas mal de choses qui m'ont pourri la vie dès le plus jeune âge, il m'a fallu beaucoup de temps et d'apprentissage pour en arriver là. Surtout que lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, il existait très peu d'infos sur internet. Il n'y avait pas de naturopathe sur les réseaux sociaux qui aurait pu me donner des pistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations disponibles, peut-être même un peu trop, à tel point qu'on peut vite se retrouver perdu, noyé dans une sorte de brouhaha autour de la santé avec des discours parfois contradictoires, venant de personnes pas toujours formées, ou qui sortent un peu de nulle part, soyons honnêtes, et je trouve que ça peut être vraiment déroutant, voire dangereux, parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Tout ça pour vous dire que j'ai dû au départ chercher les infos par moi-même et même faire confiance aussi au corps médical qui était finalement aussi perdu que moi, et avec tout ça j'ai perdu beaucoup de temps et je serais allée bien plus vite si j'avais su certaines choses avant. Alors dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous les choses que j'aurais aimé entendre plus tôt, les phrases qui auraient changé mon rapport à mon corps, les infos que j'aurais voulu qu'on me donne, tout simplement. J'espère que vous pourrez vous retrouver dans tout ou partie de ce que je vais vous raconter et surtout que ça vous apportera un peu de clarté, de soulagement, peut-être même un début de réponse. Allez, c'est parti! Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir avant, j'aurais aimé savoir que ce n'était pas juste du stress. T'as mal au ventre, c'est parce que t'es stressé. J'entends très souvent cette phrase chez les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Et cette phrase, elle vient souvent des proches, de la famille, du médecin généraliste, voire pire, parfois du gastro-entérologue. Même si je l'entends souvent, cette phrase me fait toujours autant bondir de ma chaise à chaque fois. Je ne dis pas bien sûr que le stress n'a pas son rôle dans les douleurs digestives ou même sur le transit, je vais d'ailleurs ensuite expliquer pourquoi, mais quand j'ai une personne face à moi qui souffre depuis des années, qui va aux toilettes 8 fois par jour et qui est dénutrie parce qu'elle n'arrive plus à rien manger, il serait peut-être bien d'aller investiguer un peu plus loin que de seulement lui coller l'étiquette de patient anxieux, pour ne pas dire chiant, et de ne pas le laisser mourir à petit feu. Sans entrer dans les détails de tout ce que j'ai eu comme problématique gastrique, parce que ça prendra un épisode entier, je suis passée par plusieurs errances médicales, à pas savoir ce que j'avais pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir poser un diagnostic. Et très souvent, alors je dis pas que c'est le cas de tous les médecins, mais quand ils ne trouvent pas la pathologie, qu'ils n'ont rien trouvé aux examens d'exploration habituels, ils vont alors reporter tous nos symptômes sur le compte du stress. S'ils ne trouvent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver, non, c'est parce qu'il n'y a rien. Ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Sauf que dans mon cas, et je pense que les personnes qui me connaissent peuvent en témoigner, je suis pas une personne très anxieuse, je suis pas de nature stressée, j'ai cette chance. Je peux stresser sur de courtes périodes pour des choses particulières, ça c'est normal, mais je reste pas coincée dans cet état toute la journée. Je n'ai pas d'état anxieux proprement dit. Et à force qu'on me dise que je suis stressée et qu'on colle cette étiquette, j'ai fini par le croire et finalement à ne pas chercher des solutions ailleurs vu que c'était dans ma tête.
Bref, dans mon cas, c'est évident, et j'ai envie de dire, même si vous êtes stressé, il faut toujours agir sur les deux fronts, car le stress n'est pas la cause, mais c'est un déclencheur ou un facteur aggravant de la situation. Et la situation, ça peut être par exemple un microbiote déjà bien déséquilibré à la base, donc forcément, s'il y a stress, ça perturbe l'axe intestin-cerveau, le système parasympathique, dont la digestion. Il y a forcément un lien fort, mais ce n'est pas la cause. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant, j'aurais aimé savoir que les examens classiques ne montrent pas tout. Et ça rejoint ce que je disais juste avant. J'ai comme beaucoup traversé des périodes d'errance médicale. Dans mon cas, ça a duré des années et on m'a fait beaucoup d'examens. Sanguins, urinaires, fibroscopie, coloscopie, radiobarité, nanométrie œsophagienne. Bref, on a exploré et dans la plupart des examens, il n'y avait rien ou sinon pas des éléments qui auraient pu dire que c'est telle ou telle maladie. Aujourd'hui, avec le recul et mes formations, je sais que ces examens classiques, même s'ils sont importants et ils le sont, ne montrent qu'une toute petite partie de ce qui se passe dans notre corps. Ils sont conçus pour détecter des maladies organiques, une inflammation visible, une tumeur, une lésion, un marqueur sanguin très perturbé, donner aussi quelques indices, mais ils passent complètement à côté de tous les déséquilibres fonctionnels, ceux qui précèdent souvent les vraies maladies. Le syndrome de l'intestin irritable est un parfait exemple, car il n'est pas considéré comme maladie, mais comme syndrome, car rien ne ressort aux examens, mais si on le laisse traîner, il peut évoluer vers une maladie comme une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique par exemple. On peut avoir une flore intestinale complètement déséquilibrée, une perméabilité intestinale, un SIBO, une inflammation de bas grade ou un foie débordé, et tout ça ne se verra pas dans une prise de sang classique. Et ça, j'ignorais totalement à l'époque. J'aurais aimé qu'on me dise, tu peux avoir mal, tu peux être épuisé, tu peux être vraiment mal dans ton corps, même si tes analyses sont normales. Car c'est vrai que c'est très déroutant quand on nous dit que tout est dans les normes, alors qu'on sent bien qu'il y a un problème, mais on peut malheureusement pas en donner la preuve. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'il existe une autre façon de regarder le corps et c'est ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle ou les approches de terrain, et c'est ce que je fais aujourd'hui. La médecine conventionnelle en France n'est pas encore formée, sauf rares exceptions, parce que c'est très français ça. Ailleurs, ils avancent beaucoup plus vite, nous on a 15 ans de retard. Et là, on ne cherche pas à poser une étiquette, un diagnostic, même si dans certains cas oui, comme dans le SIBO par exemple, on regarde comment fonctionne le corps, ce qui est en excès, ce qui est en carence, ce qui circule mal, ce qui fatigue les organes, etc. On peut par exemple faire des bilans plus poussés sur le microbiote, sur la digestion des graisses, sur l'état de l'inflammation, sur les carences. Bref, on change totalement de regard. Et rien que ça peut tout changer, parce que ça redonne du sens à ce qu'on ressent, et surtout ça redonne des pistes pour aller mieux. Troisième chose que j'aurais voulu savoir avant, j'aurais aimé savoir que l'alimentation seule ne suffisait pas. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé, à ma digestion, je me suis naturellement tournée vers l'alimentation. J'ai commencé à tester plein de choses, le sans gluten, sans lactose, l'eau FODMAP, jus vert, je lisais toutes les étiquettes, je faisais attention à tout, et pourtant parfois je continuais à me sentir mal. Et là, ça devient très décourageant parce que tu te dis, je fais tout bien, je mange sainement, j'ai supprimé plein d'aliments et malgré ça, je vais toujours mal. Alors quoi ? J'aurais aimé qu'on me dise que l'alimentation, c'est une pièce du puzzle, mais ce n'est pas tout le puzzle. Il y a des piliers tout aussi essentiels qui peuvent complètement impacter votre microbiote, votre confort intestinal et votre santé globale en général. Première chose, le stress. Même si on en a déjà parlé, je pense que c'est important de le redire clairement. Le système digestif est étroitement connecté au système nerveux. Ce lien-là, il est complètement sous-estimé, mais en réalité, la digestion est un processus qui a besoin de sécurité. Votre corps, pour digérer, il a besoin d'être détendu. Il a besoin d'être dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Le fameux mode repos et digestion. C'est la pédale de frein du système nerveux. Le problème, c'est que dans nos rythmes de vie, on est souvent dans l'exact inverse. On mange vite, debout, devant un écran, entre deux rendez-vous parce que pas le temps. On est préoccupé, on cogite, on est tendu, on regarde BFM TV pendant le repas et du coup, on ne mange pas du tout en conscience et surtout, on ne mastique pas. Et là, c'est le système nerveux orthosympathique qui prend le dessus, le mode alerte, la pédale d'accélérateur, celle qui prépare le corps à fuir ou à se défendre.
Faut pas oublier qu'on reste des mammifères et qu'on fonctionne encore comme nos ancêtres ou même comme des primates. Face au stress, le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel, comme fuir un prédateur, et un stress moderne, comme une boîte mail pleine ou un repas avalé à la va-vite. Il active le même mode de survie et dans ce mode-là, ce n'est clairement pas la digestion qui est prioritaire. Le corps ralentit les sécrétions digestives, la motilité intestinale, la production d'enzymes. Résultat, même si vous mangez un plat ultra sain, bio, équilibré, si vous êtes stressé, crispé ou que vous avalez sans mastiquer, vous pouvez avoir des ballonnements, des gaz, la sensation de lourdeur ou de blocage, des carences à force de mal assimiler. Et tout ça, pas à cause des aliments, mais à cause du contexte dans lequel vous les mangez. Par exemple, une pizza 4 fromages partagée avec des amis dans un cadre chaleureux sera beaucoup plus digeste que votre lunchbox du midi dans la salle de pause avec la collègue relou qui passe sur la photocopieuse par exemple. Donc parfois ce n'est pas toujours ce que vous mangez qu'il faut changer, c'est la manière dont vous mangez. Se poser, respirer, mastiquer lentement, être présent à ce moment-là. C'est simple, oui, mais c'est puissant. Et je crois que ça fait vraiment partie des choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Si je suis énervée par un événement, je préfère ne pas manger et reporter mon repas plutôt que de le garder sur l'estomac tout le reste de la journée. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quand on n'est pas bien, qu'on est perturbé par une mauvaise nouvelle, par exemple, on n'a pas envie de manger. L'importance aussi de s'écouter. Deuxième chose importante, c'est le sommeil et le rythme de vie. On n'en parle pas assez, mais la qualité de votre sommeil a un impact direct sur votre digestion. Un corps qui ne récupère pas correctement, qui est constamment en dette de sommeil ou dans un rythme de vie trop soutenu, n'a tout simplement pas les ressources pour bien digérer. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, votre corps ne se met pas sur pause. Au contraire, il en profite pour réparer, régénérer, équilibrer les systèmes, notamment le système digestif et le système hormonal. Si vous manquez de sommeil ou si vos nuits sont agitées, tout ce processus de régénération est perturbé. 1. Vos hormones digestives peuvent être déréglées, comme la motiline ou la gréline qui influencent l'appétit, le transit, etc. 2. Votre flore intestinale peut perdre en diversité. Et 3. L'inflammation peut rester plus élevée que la normale. C'est aussi le cas si vous avez un rythme de vie trop irrégulier, toujours sur les chapeaux de roue, sans moment de repos dans la journée, sans sas de décompression. Malheureusement aussi pour les personnes qui travaillent de nuit ou en décalé. Le système digestif, lui, il aime la régularité. Il a besoin de rythmes stables, de temps pour se reposer entre les repas, de moments de calme pour pouvoir fonctionner correctement. Si vous êtes en mode non-stop, que vous sautez des repas ou que vous mangez tard, et en plus vous dormez mal, il finit par s'épuiser avec tous les symptômes qu'on connaît, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable. Ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, c'est que manger bien ne suffit pas si à côté on est épuisé, sous pression et qu'on ne s'accorde jamais de vraies pauses. Le sommeil, c'est un pilier invisible mais fondamental qui soutient tout le reste. Il n'est pas normal de dormir 5 ou 6 heures par nuit. J'entends encore des gens qui se vantent de dormir très peu parce que ça leur suffit. Bah non, c'est pas normal. Ça veut dire que le système nerveux est en alerte constante et qu'il n'a pas eu le temps de se réparer. Donc un sommeil réparateur, c'est autour de 8 heures de sommeil. Troisième chose importante en dehors de l'alimentation, c'est l'activité physique. Et là, je ne parle pas forcément de faire du sport intensif. Ne vous lancez pas dans le crossfit 5 fois par semaine si vous n'avez pas l'habitude. Il s'agit juste de bouger régulièrement, chaque jour, à votre rythme. Ça peut être pour commencer en prenant les escaliers dès que vous en avez l'occasion, en privilégiant la marche pour aller travailler, descendre à 1 ou 2 arrêts de métro avant de vous rendre à votre travail. On est dans un monde où tout est fait pour bouger le moins possible. Alors imaginez quelqu'un qui prend sa voiture chaque matin pour se rendre au bureau, où il va être assis toute la journée devant un ordinateur pour ensuite reprendre sa voiture, direction canapé pour regarder en plus une série Netflix. Si cette personne ne compense pas à un moment donné avec un arrêt à la salle de sport ou un footing quelques fois dans la semaine, ça peut être très dangereux à la longue. Pourquoi c'est si important pour la digestion ? Parce que le mouvement aide directement le transit intestinal. Il stimule les muscles de vos intestins, favorise une bonne motricité digestive et peut même soulager certaines douleurs liées au ballonnement ou aux tensions abdominales.
Ensuite, bouger aide aussi à réguler le système nerveux, notamment à diminuer l'effet du stress chronique. Une simple marche après le repas, par exemple, peut activer le système parasympathique, le fameux, celui qui vous aide à digérer et à vous détendre. Et puis, sur le long terme, l'activité physique soutient l'équilibre hormonal, améliore le sommeil, réduit l'inflammation, renforce l'immunité. Tout ça joue aussi indirectement sur la santé de vos intestins. Donc pas besoin d'en faire trop, l'idée c'est vraiment de réintégrer le mouvement comme une habitude naturelle de votre quotidien. Marcher un peu tous les jours, prendre des escaliers, s'étirer, danser, faire du yoga, nager, faire de la musculation, faire du vélo, peu importe, tant que vous y prenez un minimum de plaisir. Le plus important, c'est la régularité. Mieux vaut faire 30 minutes 3 fois par semaine que de s'épuiser pendant 2 heures un jour de week-end. Et parfois, il faut aussi un petit coup de pouce. Même si vous faites déjà beaucoup de choses, il arrive que le corps ait besoin d'un soutien supplémentaire, temporaire mais ciblé. C'est là qu'interviennent certains compléments alimentaires choisis avec soin. Ils ne remplacent pas une bonne hygiène de vie, bien sûr, il ne s'agit pas d'en prendre à l'aveugle ni de les consommer à vie. Mais dans certaines phases, ils peuvent vraiment faire la différence. Pour aider à réparer une muqueuse intestinale abîmée par exemple, pour soutenir le foie et les organes d'élimination, pour renforcer un microbiote appauvri ou encore pour améliorer l'assimilation et la digestion si elle est affaiblie. L'idée, ce n'est pas de chercher de solutions magiques dans une gélule, c'est plutôt de donner au corps un coup de main quand il en a besoin. Comme si on mettait une attelle à une cheville foulée pour l'aider à guérir. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise à cette époque, c'est que oui, l'alimentation est une base essentielle, mais elle ne peut pas tout faire toute seule. Et surtout que le corps est un tout. Il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur ce qu'il y a dans l'assiette, si à côté le sommeil, le stress, le mouvement ou la digestion elle-même ne vont pas bien. C'est vraiment quand j'ai commencé à regarder l'ensemble de ces piliers, à sortir d'une vision trop focalisée sur l'alimentation, que les choses ont commencé à bouger pour moi. Pour résumer ce que je voulais vous transmettre dans cet épisode, il y a des choses que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt, à une époque où je comprenais pas encore tout et que je faisais pourtant déjà très attention à ce que je mangeais. Et c'est en abordant les choses de manière plus globale, plus douce, plus respectueuse aussi, que les vrais changements ont commencé à se faire sentir pour moi. Donc j'espère vraiment que ce partage pourra vous apporter quelques pistes ou même un peu de réconfort si vous êtes en plein questionnement. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Héritables. À très bientôt.